je veux pas dire de conneries, je crois que c'était un Écossais, qui surveillait, ouais, Est-ce qu'il avait un kilt? tout à fait. Ah bah alors voilà, C'est un Écossais. c'est forcément un Écossais. Voilà. Au doublage, Julien Cibre fait Martin Freeman depuis Love Actually, par exemple sur la trilogie du Hobbit ou la série Fargo. Mais le moliérisé Julien est comme un poisson dans l'eau quand il exerce en tant que metteur en scène. J'ai été transporté par son Repas des Fauves, avec notamment Thierry Frémont, Jérémy Prévost, Barbara Tissier et Sébastien Desjours. Quelle est sa conception du théâtre, de la mise en scène? Comment créer un esprit de troupe? Que lui apporte le théâtre que les autres disciplines ne peuvent apporter? D'où vient ce merde que se disent les comédiens avant leur entrée en scène? Réponse ci-après. C'est quoi une bonne pièce de théâtre? Ah merde alors. Ouais. C'est une pièce de théâtre dont on se souvient? Parce que moi, parfois, je vois des bonnes pièces, puis... Enfin, je vois des bonnes pièces, plus je me marre, machin. Puis une fois sorti, je fais... Oh, mais merde alors. C'était quoi le Comme un sujet? verre d'eau, quoi. Ouais. Tu prends un verre d'eau, ça te rafraîchit, puis ça te laisse aucun souvenir, quoi. Donc, du coup, ouais, une bonne pièce, c'est une pièce qui va peut-être rester sur le temps. Moi, c'est ce que j'essaie de voir, puis c'est surtout ce que j'essaie de faire. Mais c'est pas facile. Ça fait penser à 90% des productions hollywoodiennes de ces 10 dernières années. Tu les vois, tu fais waouh! Puis une semaine plus tard, t'as aucune idée de ce que t'as vu. Mais exactement, ouais. C'est le verre d'eau, t'appelles ça? Ouais, je sais pas, ça me fait penser à ça, où c'est sur l'instant, Ça c'est... fait du bien. Si t'as soif, c'est agréable. Ouais. Mais bon, tu vas pas C'est pas un en millésime. parler une semaine après, quoi, à Ouais. quelqu'un. J'ai Ouais. bu un verre d'eau, Ouais, putain, ouais. c'était charmé. T'es un bon millésime de Ouais. la bonne eau, ok, des Alpes et tout. Ouais. D'accord. Une pièce dont on se souvient. Alors, moi, en fait, c'est ce que j'essaie de faire, et du coup, il y a dans ma vie des pièces que j'ai vues quand j'avais 13, 14 ans, 12, 13 ans, même, parce que mes parents sont comédiens, donc du coup, j'en voyais tôt, Mhm. dont je me souviens toujours. Et tu te dis, putain, c'est génial d'avoir marqué l'esprit. Et donc, t'essayes, quand tu fais des pièces, d'essayer de marquer les esprits longtemps après. Moi, rien ne me flatte plus que quand on me dit, ah oui, telle pièce, des trucs que j'ai fait il y a 15 ans. Et tu crois qu'il y a des points clés comme ça ou à disséminer dans ton œuvre pour que on se soit marquant, on se Ah, souvienne? je crois pas. Enfin, non. Il y a pas de Je formule, crois pas ça, que j'ai c'est la sûr. recette, quoi. Ouais, Ouais. j'ai pas la recette. Après, c'est un truc qui, toi, comme moi, j'ai envie de voir ça, de voir des choses qui m'impactent. J'essaie de faire ça. Ouais. Mais où est-ce que ça impacte, en fait, c'est... bon, déjà, c'était une bonne pièce écrite au départ, c'est bien. Et puis après, t'essaies ouais, de mettre ça de façon un petit peu... Après, quand sur le travail, tu dis, ça va faire un effet, ça va être ça, oui. Mais tu penses pas au départ en disant, je veux faire ça pour que les gens s'en souviennent dans 15 ans. Mais c'est vrai que parfois, tu montes des pièces, tu fais, ouais, bon, celle-là, on m'en reparlera pas. Ah ouais, mais Ça arrive. en étant conscient de la chose. Oui, même à l'écriture, en fait, tu la lis. Puis parfois, tu l'as fait pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons, parfois parce qu'il faut travailler, parce que voilà. Et tu dis, bon, c'est pas ouf, quoi. Ça arrive, c'est normal. T'as déjà été surpris en te disant sur le papier c'est pas ouf, puis sur scène tu vois qu'il y a une osmose avec le public, tu vois que le truc ça se joue en province, ça se joue en tournée et que finalement ça prend la sauce et puis une pièce elle est complètement différente à la première Ah, ça oui. et Ouais. puis sans reprise plus loin. Ça, vraiment des trucs qui effectivement prennent de l'ampleur au fur et à mesure. Ou, après, oui, il y avait une pièce comme ça, qui était une pièce, c'est un montage de texte de David Thomas qui s'appelait La patience des buffles. Vraiment, c'était hybride, quoi. On savait pas trop où on allait. Et puis, c'est un spectacle qui n'a pas du tout marché. Ok. Voilà, ça, on Ouais, a joué 4 mois à la Manufacture des Abbesses. Enfin, je jouais pas d'ailleurs, j'avais juste mis en scène. Et en fait, c'est un spectacle dont on peut parfois me parler parce que c'était vraiment un ovni, quoi. C'était vraiment un truc. Et quand on commençait, on savait pas trop où on allait, quoi. Mais c'était vraiment bien. Tu sais pourquoi ça a pas accroché? Oh, c'est un théâtre qui a pas un public de fou, surtout à l'époque. Là, je pense que c'est mieux maintenant, la Manufacture des Abbesses, parce que peut-être pas assez de promos. C'était il y a plus de 15 ans, je pense. Ouais. 18 ans peut-être. C'était entre autres avec Raphaël Cohen, Stéphanie Hédin et Sandra Valentin. Et non, c'était vachement bien, mais après, tu sais pas pourquoi Des fois ça prend, des fois ça prend Mais pas. c'est vrai que c'est un bon souvenir de pièce qui n'a pas marché. C'est drôle. Ok. Malgré le manque d'engouement médiatique, tu parlais de la com notamment sur cette pièce, pourquoi les comédiens sont-ils toujours autant attirés par le théâtre?
Oh, pas tous, hein. T'en as. Tu crois? Ouais. Moi, et même, ça m'a fait marrer. J'ai tourné avec un super comédien. Euh, Merde, j'ai oublié Pérez, qui est le personnage principal des Sentinelles. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, la série sur Canal. Bon. Et on bouffe ensemble, et puis il me dit, je lui dis que je joue le repas des fauves et que on va bientôt fêter la 1000e. Et il me dit quoi? Il dit ah là, il dit moi j'ai joué une fois au théâtre, Ouais. À l'Odéon, donc vraiment dans des conditions magnifiques. Il a été nommé au Molière, enfin tout se passait bien, super metteur en scène, je sais plus qui c'était. Et il me dit plus jamais. Il dit en fait on a joué, je sais pas, ils ont dû jouer 40 fois, enfin pas beaucoup, tu vois, peut-être 50. Ouais. Il m'a dit l'idée de revenir tous les soirs pour refaire la même chose, au bout de, je sais pas, je veux pas parler pour lui, mais je crois qu'il me disait toujours, au bout de 10, j'en pouvais plus, quoi. Et donc il dit, je préfère, si jamais le cinéma ne prend pas, si jamais, hein, je préfère ne faire autre chose que acteur. Vraiment, le théâtre, donc du coup, tout le monde n'est pas, je pense, attiré par le théâtre. Tous les gens qui font du cinéma, c'est vrai qu'ils ont ce truc de... Le cinéma, je dirais pas que c'est un autre métier, tourner, mais c'est un truc de l'instant. Tu changes tout le temps. Tu fais une prise, tu changes pas. Voilà, on fonce des portes ouvertes. Le théâtre, faut aimer cette recherche permanente qui peut durer au moins des semaines, voire des mois, voire des années, où en fait, nous, le repas des fauves qu'on aura joué 1000 fois au final, les 3 dernières semaines, Ouais. on a trouvé un truc nouveau, qui était une version, ça c'est pour des raisons de distribution, de machin, de rythme, ça s'est resserré encore, j'ai encore bougé des choses, et c'était une super version. Qui était peut-être L'ultime? pas l'ultime, mais il y en a eu plein de biens, mais j'aimais beaucoup cette version, et je me disais, ah putain, c'est con de pas Pourquoi continuer. pas avant, ouais. Ah ouais. Ah, mais ouais, c'est complètement taré. Mais ouais, donc il y a, moi j'aime ça, alors je dis pas, parfois, Ouais, petite lassitude quand même. parfois t'y vas et tu te dis, ah putain, je pense. Ah non, c'est sûr. Quand tu joues 7 fois par semaine, du mardi au dimanche, Ouais. et 2 fois le samedi, Ouais. ce qui a été le cas de la première exploitation 2010-2013, il y a des moments, tu fais, oh là là, là, t'as vraiment l'impression d'aller. C'est toujours la question que je me pose en fait, parce que la création, ça demande de la surprise et quelque chose de viscéral qui jaillit, tu vois? Quand on rentre dans des réflexes, je me dis c'est contre-productif par rapport Ouais, ouais, tout à fait. à l'artiste. Je me dis comment font les comédiens qui jouent 1000 fois? Alors 1000 fois une fois 3 ans, une fois 2 ans et demi. Ouais. Donc ça, Bon. voilà, c'est pas d'affilée. Mais quand même, d'affilée, 700 et 300. Donc Ouais, c'est quand même, c'est une belle série, c'est ouais. quand même beaucoup, ouais. Les alternances nous permettent de respirer quand même, Ouais. mais certains n'en ont pas eu. Sur la première session. Alternance, c'est quand tu changes la distribution. Voilà, quand d'un seul coup, il y en a un qui part tourner, il y en a un qui part faire un truc. Du coup, je changeais, et la personne que j'intègre, je la garde. C'est-à-dire que je ne la fais pas venir juste pour le remplacement. Une fois qu'elle est rentrée dedans, elle prend la moitié. Donc du coup, ça fait des alternances. Mais Olivier Boina et Caroline Victoria, par exemple, sur la première session, n'ont pas eu d'alternant. Donc du coup, ils ont joué vraiment les 680. Donc c'était... Voilà. Et bien en fait, c'est... Alors comment Non, il y a des soirs, on est en pilote automatique. Et... Tu t'en rends compte quand c'est le cas? Ouais. Et il y a un moyen d'en sortir? Il y a moyen de se mettre une claque ou de... Non, en fait, je pense qu'il faut pas lutter. C'est un jour où tu rentres, tu sens pas les trucs, tu te vois jouer. Tu te vois jouer, en fait. Ouais. Et donc, tu fais ton truc. Tac. Tu le fais bien, hein, parce que tu as appris à le faire, parce que normalement, tu es un bon comédien, parce que tu as des repères, parce que moi, je suis un metteur en scène assez chiant, donc en fait, on essaie de faire tous les soirs la même chose, ce qui n'est jamais le cas, mais on essaye. Donc, tu fais tous les soirs la même chose. Donc, tu te mets dans ton rail, et il y a que toi qui en souffres, en fait. Toi, tu sais que... Ah, putain. Bon, allez, je fais mon truc. Et tes partenaires s'en rendent compte, tu penses? Non. Non, t'es parti pour 2 heures, donc tu sais que ça va être un peu long, mais le public doit pas s'en rendre compte, tes partenaires non plus, donc tu fais ton truc, et par moments, sortent des choses qui, toi, te déplaisent, et tu sors, et les potes te font
Ah putain, c'était vachement bien ton monologue. Ah ouais. Ou alors, ah le passage, c'était ah non, c'était horrible pour moi. Ah non, pas du tout, je trouvais super. C'est complètement subjectif. Ah complètement. Et puis par moment, tu rentres. Bon, c'est vraiment un truc tous les comédiens te diront ça. Hein, tous les comédiens de théâtre te diront ça. Tu rentres, tu fais ah putain, je suis bien là. Tu fais des trucs, t'as l'impression d'être hyper tranquille et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Michel Roux. Et tu sors de scène, et les potes te diront pas ça, mais par exemple, s'il y a un metteur en scène t'étais un peu speed aujourd'hui. Ou déjà gentiment, un peu. Putain, aujourd'hui, t'avais bouffé un. Ah bon? Ah merde, je m'étais. Ah non, c'était bien, mais. Et là, tu fais, ah non, c'était pas si bien. Et puis parfois, le metteur en scène qui va te dire, ah, c'était pas bien ce truc, c'était à côté, quoi. Genre, merde, putain. Donc, ouais, c'est vraiment. En fait, ce qu'on ressent, faut s'en foutre un peu. Et puis, par moment, il va y avoir quand même, il va y avoir une osmose entre ce que tu ressens et ce que les gens ressentent. D'un seul coup, sur des pièces qu'on a autant joué comme ça, comme Le Repas des Fauves, ou même il y en a d'autres, tu lances un truc et tu sais, en fait, tu sens que tu peux faire ce que tu veux et que c'est juste quoi qu'il arrive, et que c'est dans le ton et que les autres t'écoutent et que le public t'écoute et que tout est bien. Et parfois, effectivement, les copains ou le public te disent, oh, c'est pas ça, c'était super. Donc là, tu as, bon, c'est bon, je suis pas complètement dingue, quoi. Mais ça peut t'échapper totalement. C'est marrant ce côté aléatoire et jet de dés. Je l'ai vécu quand j'étais petit, que je faisais du foot. Des fois, je rentrais sur le terrain, j'étais Zidane. Mais tu sais pas pourquoi. C'est un mercredi d'entraînement et tu mets tout le monde à l'amende et tu tires n'importe où, dans n'importe quelle position, tu la mets en pleine lucarne et tout ça. Et il y a des fois, t'as beau t'être entraîné, machin, t'es en plein match et il y a rien qui sort. Et t'as 2 pieds gauche. Mais il y a des similitudes avec le sport, bien sûr. C'est curieux et c'est pour ça que je parlais d'inspiration artistique et c'est curieux de où est-ce que ça vient, d'où. Ah, bien sûr, oui. Il y a un côté un peu. Si tu me lances là-dessus, on est mal. Hein. Il y a un côté un peu mystique. Voilà, Zidane, il a envie de jouer tous les jours comme France-Espagne ou France-Brésil. Ouais. France-Brésil 2006. Et il a envie de faire ça tous les jours. Mais non, il le fait pas tous les jours. Ouais. Mais t'as des jours, d'un seul coup, il y a un truc qui tombe. Tu fais, pourquoi il joue comme ça? Alors après, la régularité, on dit que c'est aussi, c'est ça qui fait un grand joueur. Oui. Est-ce que c'est ça qui fait un grand comédien? Moi, je pense. Alors en fait, c'est encore une fois, dans notre métier, on est tous comédiens ou acteurs, comme on veut. Mais le fait de tourner, de faire du doublage, de faire de la radio ou de faire du théâtre ou d'autres choses, de l'institutionnel, n'importe quoi, qui est le même métier, demande des qualités différentes. Et donc cette espèce de régularité qui va être pour moi nécessaire au théâtre et qui va te permettre effectivement d'être bien même quand t'es pas bien, un peu comme les sportifs, les footballeurs. Quand ils jouent au chat, là, comment ça s'appelle, le ballon qui tourne, avec le mec qui est au milieu, au taureau. Okay. C'est pas pour jouer au taureau. C'est pour que quand ils doivent faire leur sortie de balle, ils aient les automatismes pour la mettre hyper rapidement à celui qui est le plus proche. Bon, là c'est pareil, au théâtre, t'as répété tes trucs, tes gammes, tu les connais, et ça roule. Donc tu peux te cacher derrière ça. Quand tu tournes, c'est une toute autre qualité qu'on va te demander. On va te demander au contraire d'en faire une bien sur les, selon que c'est du cinéma ou de la télé, sur les 5, 10 prises qu'on va t'offrir. Ouais. Il en faut une bien. Et on va pas te demander de faire répéter. Si tu répètes à chaque fois la même, le réal, il aura pas le choix. Il se dit, soit il peut te le dire, mais il va toujours te pousser normalement à essayer de faire autre chose en fait. Et du coup, il faut ce que tu ne peux pas faire au théâtre, ce que tu peux faire en répète. Ouais. Mais il faut en tester une à chier. Okay. À chier. Enfin, tu testes un truc, tu fais j'en fais un peu trop, et le réal en fait il s'en fout s'il est malin. Et le gars, il fait, celle-là, je la prendrai pas, et donc, il vient de voir, il dit, écoute, ça, regarde-le, mais, voilà, là, t'en as trop mis, et puis tu repars sur autre chose. Mais moi qui tourne, je tourne pas énormément, mais je me suis retrouvé parfois à tourner avec des gens qui tournaient beaucoup, et je voyais cette faculté, j'ai tourné là avec Antoine Gouy, qui est un comédien hyper ludique, hyper marrant. On fait toute une série de prises sur moi et Isabelle Nanty. C'est une scène à 3. On faisait toute une série de prises. Et Antoine, oui, donne une version qu'il a dans la tête, qui pour lui est le truc juste. Il donne. Et comme c'est sur nous,
il la change pas trop. On passe sur lui. C'était le dernier de nous trois. Ouais. Et le réal lui dit un truc pas différent, mais enfin lui dit non, mais en fait non, tu t'es pas humilié que le fait qu'elle te mette une claque. T'es content, en fait, c'est normal. Et donc lui, ça fait 25 prises qu'il fait. Pardon. Ouais. Et non, t'es content, c'est ta mère, t'es content qu'elle te gifle, en fait. Et Antoine, qui a beaucoup l'habitude de tourner, en une seconde, il change. Ah, d'accord, ok. Et c'est super fort. Là, tu fais, ah ouais, putain. Il a, en fait, dans sa boîte à outils, et quand on tourne, il faut avoir ça, la possibilité de changer à tout moment. Ce qui est moins le cas au théâtre, où tu peux en répète, le metteur en scène va te dire, hein, mais une fois, pour moi, hein, une fois qu'on a trouvé le truc, on essaie de s'y tenir. D'une part, parce que c'est la meilleure version de la pièce, et pour les partenaires. Si d'un seul coup, tu leur donnes, tous les soirs, tu donnes quelque chose de différent, c'est très pénible pour les partenaires. Donc, c'est des qualités différentes entre eux. Comment tu mets le doigt sur la meilleure version de la pièce? Alors ça, c'est vraiment un truc totalement subjectif de metteur en scène. Et d'acteur, il y a un échange. Est-ce que c'est l'idée que tu avais à la base? Et c'est pas forcément la meilleure. Voilà. Du coup, C'est pas forcément la meilleure, mais par moment, d'un seul coup, tu la trouves. Et il m'arrive de dire aux comédiens, alors, par contre, il n'y a aucune raison. C'est totalement subjectif. Je préfère que tu dises « ça me va » plutôt que « ça me va ». Ouais. C'est une connerie, hein, tu vois. Ouais. Pardon, il n'y a aucune raison. À l'oreille, je préfère. Voilà. Bon, ça peut être un truc comme ça. Ou ça peut être, par exemple, là, sur le repas des fauves, il y a Sébastien Desjours qui nous a rejoints et qui était en alternance avec Cyril Aubin. Et il y avait une scène où Cyril s'énervait sur un passage de façon un peu teigneuse. Et du coup, bêtement, moi et Seb, on part sur cette même idée, puisque c'est ce que joue Cyril, puis on joue comme ça. Puis en fait, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas tout à fait au même... là où il faut, quoi. Avec Cyril, ça marche super, puis avec Seb, c'est pas tout à fait ça, quoi. Et du coup, il le tente différemment. Il le prend plus doux, plus sec, en fait. Plus sec, plus froid que énervé. Ok, ouais. Et comme, en fait, Cyril Aubin et Sébastien Desjours n'ont pas du tout le même caractère, ils sortent la même... Enfin, je vois. Chez Seb, s'il devenait méchant, ça devenait vraiment très méchant. Okay. Alors que Cyril, même en devenant méchant, il reste faut faire avec un peu de cotonnade autour. Et du coup, Seb, c'est devenu beaucoup plus fort en le prenant plus à froid. Et donc, là, voilà, typiquement, le metteur en scène qui dit un truc, et en fait, c'est une connerie. Et il faut d'un seul coup aller chercher autre chose. C'est pas chaud pour toi, tu as dit tout à l'heure que tu étais très... tu veux la même chose tous les soirs. Et c'est compliqué de gérer les personnalités ouais, alors en fait, ça dépend si tu arrives à établir un lien de confiance. S'il y a un vrai lien de confiance avec les acteurs, ils te suivent. Par moment, si ça les gêne, ils te le disent. Ils disent, non, par contre, là, tout te fait, ah merde, putain, moi j'aime bien. Alors, attends. Donc on cherche ensemble, et il y a un vrai travail en commun. Et si jamais un soir, ça nous arrive à tous, ça m'arrive à moi, de m'auto-surprendre et de dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin, vraiment, donc voilà, donc eux me le font bien évidemment. Et donc, c'est vrai que même jusqu'à la fin, et je suis un peu relou pour ça, je pouvais dire, par contre, ce passage, t'as tenté un truc, franchement, c'est moins bien. Et donc, il faut, j'ai tenté. Ils le savent, hein. Et c'est bien de rajouter un petit truc. Et par moments, je dis, j'ai adoré. Et donc, du coup, on garde. Et puis, par moments, je fais, non. En fait, t'encourages pas de sortir des sentiers battus, mais quand ils le font d'eux-mêmes, parfois tu t'acceptes et parfois tu te dis... Ouais, parfois, mais ça peut être sur un Joran Hegele qui joue l'allemand dans le repas des fauves. Il y a un truc à un moment donné, c'était quoi? Il rentre et il fait... T'as rien. Le personnage qui est en face, lui, dit à tous les autres, c'est l'officier allemand qui rentre, nous connaissons. Et le personnage de Joran, Kobar, avait un oui. Oui. Ouais. Et un jour, il me sort un oui qui racontait plein de trucs. Mais j'ai genre à 50 de la dernière. Hein. Et je lui dis, putain, est-ce que t'as senti... Il me dit, ouais, j'ai... Je dis, putain, parce qu'en fait, tu as fait, c'était un oui qui voulait dire, oui, c'est ça, on se connaît. Ouais. Eh ben, mais si vous croyez que ça va changer dans ce oui, un oui il y avait avec tout un truc. Ouais. Et après, donc Joran qui s'en était un peu rendu compte,
il cherchait à le reproduire. Mais c'était pas forcément évident. Il a retrouvé, mais moi je laisse la porte ouverte et par moments je la ferme en disant vraiment là c'est pas bien. Mais il faut que les gens aient confiance en moi. Il m'est arrivé de bosser avec des acteurs Ou c'était moins le cas. qui avaient moins confiance en moi, Ouais. ou qui carrément se disaient mais c'est qui ce trou de balle? C'est que j'en ai à foutre. Voilà. Et donc du coup bah là ça se passe mal quoi. Ouais. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent tous les soirs, et qu'en fait les pièces quelles qu'elles soient, même si tu joues du Shakespeare ou du Molière, si tu joues ce qu'il y a de plus solide, tu te dis, t'as envie de dire, il y a juste à jouer le texte, c'est pas vrai. C'est pas vrai en fait, parce que on a tous vu. Enfin, j'ai vu des Shakespeare nuls, j'ai vu des Molière nuls, donc non, c'est pas vrai. Il faut se mettre d'accord sur un truc, et en fait, il faut jouer. Après, il y a on peut faire 1000 versions et puis 1000 super. Mais en tout cas, faut rester faut trouver un axe qui va avec tous les autres. Tu peux pas dire, moi je joue mon axe et les autres ils jouent autre chose. Il faut que ce soit cohérent. Ah non, en fait, mon gars, on travaille ensemble. Donc du coup, pour que ce soit choral, comme un orchestre, c'est très con. Toi tu joues cette note-là, toi tu joues celle-là, toi tu joues celle-là, toi tu joues celle-là, et ça va donner une harmonie. Si t'en as un qui décide tout le temps d'aller jouer autre chose, maintenant, en fait, va faire un one-man show, mais... c'est ça, va faire un one-man. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait dédier ta vie au théâtre? Moi, T'es tombé dans la marmite de... Mais ouais, c'est ça, moi j'ai le syndrome, pas de l'imposteur, mais mes parents sont comédiens, tous les deux, Hubert Drac et Dany Laurent, je rends hommage. Donc du coup, en fait, on sait pas. C'est-à-dire que peut-être que s'ils avaient été bouchés, j'aurais fait boucher. C'est vrai. Moi, je suis super admiratif, et c'est le cas de 90% des comédiens avec qui je travaille, dont les parents faisaient autre chose, prof, enfin voilà, peu importe, et qui d'un seul coup se disent, je vais me mettre dans la lumière et à raconter un truc aux gens et prendre ce risque-là. Je trouve ça fascinant. Moi, j'ai toujours vu mes parents faire ça. Quand j'étais petit, je me mettais dans un coin, je les voyais répéter. Ils étaient en tournée tout le temps. Je faisais mon malin quand on venait les voir avec l'école, parce qu'ils faisaient des spectacles pour enfants l'après-midi. On venait les voir avec l'école, je faisais mon malin en passant sur le plateau pour aller leur dire bonjour, vraiment le connard. Donc du coup, et puis quand ils ont commencé à faire du doublage dans les années 80, je vais pas dire de bêtises, mais 85, un truc comme ça, moi j'avais 10 ans, parfois ils pouvaient pas me garder, donc ils m'emmenaient, tu regardes. Puis d'un seul coup t'en as un qui te dit tiens tu viens faire en fait tu découvres voilà tout ça t'es assez naturel. Du coup je monte mes premiers spectacles à 15-16 ans, voilà. Après ce qui me vient et ce qui aurait pu ne jamais me venir, c'est l'amour de ça, la passion de ça, le fait d'être vraiment bien sur scène, d'être bien heureux je veux dire, et le fait que ce soit très important quand on le fait alors que c'est rien. C'est la sensation que ce soit important. Ouais. En fait, au moment où on répète, au moment où on le fait, je me souviens que même, au lycée, donc quand je monte mes premiers spectacles, en fait, je participe à un club théâtre pour suivre une nana, comme à peu près. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Donc voilà. De là, on monte un spectacle de Racine. On joue tous, donc on a 15 ans. On joue tous du Racine. Ça dure 3 heures parce qu'il faut des textes pour tout le monde. Je joue Narcisse, ça devait être abominable. Je fais Narcisse et Pyrrhus, je crois. Ça devait être affreux, tout affreux. Et donc je me dis, non, en fait, on peut pas faire du théâtre comme ça. Et donc je prends les meilleurs, mes potes en fait, et je monte un club dissident. Un club dissident. C'est-à-dire qu'en fait, je dis, non, mais moi, en fait, le club théâtre, pardon, je suis désolé, mais j'aime pas. Par contre, je vais voir la directrice c'était à Jules Ferry, dans le 18e, et je vais voir le directeur à l'époque, et je dis, est-ce que je pourrais monter mon club théâtre à côté et monter une pièce? Oui. On sera les rebelles. Voilà, exactement. On aura les cheveux longs, le catogan. Et donc, je monte d'abord Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et puis ensuite Monsieur Verdoux, ou l'inverse. Monsieur Verdoux d'abord, et Dr. Jekyll et Mr. Hyde après. Et en fait, je me souviens donc eux, mes potes qui me suivent, ils veulent pas faire comédien. C'est pas... Donc eux, pour eux, c'est... La déconne, quoi. La déconne, quoi. Ouais. Et moi, c'est hyper important. Et je m'énerve parfois, et j'ai la boule, et tout est ta. Et après, voilà, l'avantage, c'est que mon père,
qui du coup, à l'époque, a 40 ans, arrive avec les gamelles, enfin les projos, les pieds, les machins, la régie, et puis il me fait une petite régie, il me fait une petite lumière dans le théâtre, tout ça. Voilà. Donc du coup, tout ça apporte aussi au professionnalisme, et on fait un spectacle qui ressemble à quelque chose, qui est vraiment un truc, et où là, effectivement, je commence à me dire que je vais peut-être faire ça, quoi. Ça partirait, tu parles de l'observation, et ça partirait d'une fascination quelque part, ou un besoin d'être dans la lumière comme papa-maman, Ah ouais, besoin d'être dans la lumière, je c'est pense. ça? Ça, je pense que J'ai envie qu'on me voie, comme ouais, mes j'ai envie parents. qu'on m'aime, j'ai envie qu'on me voit. J'ai Ouais, envie je pense. Ah, j'oserais pas dire que tous les acteurs c'est ça, mais alors après, vraiment mon moteur, peut-être plus que ça, c'est raconter des histoires. Ouais. J'adore raconter des histoires. Et donc du coup, que ce soit là, quand je ne fais que le metteur en scène, je suis pas frustré. Je me dis bah putain, j'aimerais bien être sur scène. Ouais. Vraiment, non, je prends beaucoup de plaisir. Mais après, oui, en tout cas, si quand on est dans la lumière, mais je pense que c'est peut-être le cas pour certains, quand on est sur le plateau, c'est une souffrance. C'est un peu curieux de s'imposer ça, mais non, moi c'est pas une souffrance. Oui, j'aime ça. Après, je suis pas un dingue, par exemple, des applaudissements. D'accord. Si moi on faisait lever de rideau, spectacle, baisser de rideau, pas d'applause, Ouais, on ça se m'irait très barre. bien. Ok. Le moment des applauses est plutôt un moment de gêne. Ce qui nous a valu quelques petites frictions avec certains camarades qui ont raison sans doute, hein, Tu et qui disais disent que non vous mais faut passiez pas assez de temps. profiter, quoi. Ouais, voilà, Ouais. on passait pas assez de temps. Moi c'est un peu hop, je Ouais. souris, hein, parce que j'aime les gens qui sourient pas au salut, mais je souris et je me barre. Ouais, je suis pas venu pour ça quand même. Donc Voilà. voilà, ouais. Donc du coup ça va, mon ego est En place. raisonnable. Ouais. En place, je sais pas, on verra. Bon, on va faire un petit écart doublage avant de parler plus avant de mise en scène. Martin Freeman, Ah ouais. que tu as par exemple fait dans Le Hobbit, Love Actually, Fargo ou Captain America. Qu'est-ce que tu penses de lui? Oh, c'est génial. Non mais vraiment c'est le doublage a ça d'extraordinaire, c'est qu'il t'offre des rôles. Il t'offre des rôles, hein, on se comprend, hein, que malheureusement on ne t'offre pas au cinéma ou au théâtre d'ailleurs. Mais cet acteur c'est vraiment un très grand acteur anglais. Parce que dans Le Hobbit, donc la première fois que je double, c'est de Love Actually, les scènes sont super drôles, il est très bien, bon voilà. Le Hobbit, les films sont très impressionnants, il est bien dans la finesse, dans ses trucs, c'est bien, mais c'est vraiment pas ce que j'ai eu de plus de passionnant à faire avec lui. Et après, comme t'as fait Le Hobbit, on t'appelle, et puis de fil en aiguille, comme j'en ai fait maintenant une quinzaine, plus 5-6 séries, on t'appelle plus ou moins tout le temps. Et à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui me réserve? C'est un plaisir de le retrouver, parce que je me dis en termes de jeu, en général, il choisit très bien ses films, c'est des super scénars et tout ça. En termes de jeu, ce qu'il propose, tu ne sais jamais où ça va être. Et là, tu te dis, là, va falloir. Pourquoi c'est une grande qualité de surprendre? Ah, bah, je pense que il y a des acteurs qu'on adore, mais dont on dit, il fait toujours la même chose. C'est sympa, hein, mais il fait toujours la même chose. Au hasard, Tom Cruise. J'aime beaucoup Tom Cruise. Ouais, mais pareil, hein. Ouais. Il c'est joue Tom vrai. Cruise. C'est Tom Cruise Oui, t'as raison. qui court après un camion. C'est Tom Cruise sur une moto. Tu vois. Oui, et c'est peut-être où on le préfère, c'est quand il sort un peu de ça. Genre Magnolia. Oh putain, ouais, Magnolia, ouais. Génial. Mais même, moi, j'adore, par exemple, on va complètement dévier. Tropic Thunder. Ouais, bah oui, exactement. Mais même, j'adore La Guerre des Mondes, où Ouais. il fuit en permanence. Ouais. Où c'est vraiment. Oui, c'est ça. C'est pas le héros. C'est pas le héros, c'est qu'en fait, il veut pas se battre, quoi. Ouais. Ça, c'est génial. Bah bon. Donc, Tom Cruise. Ouais. Et donc, Martin Freeman, effectivement, te propose des trucs totalement différents d'une série à l'autre. J'ai fait une série qui s'appelle The Responder, pardon. Okay. Où il joue un flic de nuit pas dans le Londres, je pense pas que ce soit Londres, c'est Liverpool. Ouais. La banlieue de Liverpool, mais c'est glauque, mais à un degré, voilà. Il a des scènes jusque-là. Tu te dis, en fait, le mec, il dort pas pour tourner. Et c'est un jeu. Toi, t'arrives le matin à 9h30, t'as pris ton petit café, t'as machin. Ouais, tu sais pas ce que tu vas faire. Mm-hmm. Lui, il a répété comme un taré. Il s'est mis en condition. Il est dans le froid, dehors, avec des acteurs en face anglais qui lui renvoient un truc de malade. Et toi, t'es tout seul à ton micro. Et tu dois faire ton truc. C'est impossible, en fait.
Donc du coup, Comment tu passes alors de cet état ah merde, j'ai pas le bagage, j'ai pas les clés pour ouvrir cette porte, ouais, ce coffre-fort. Ah bon, je me recentre, je cherche ce que je peux trouver en moi et puis il faut que j'y aille quoi parce ah que ouais, je suis ouais, un pro exactement, ouais, et exactement. Et que alors t'es obligé. Et comment en tu fait, fais? alors déjà tu le regardes. Ouais, Tu t'inspires beaucoup de. tu prends un cours en live quoi. Tu prends un cours en live, exactement. Donc déjà, tu essaies de te dire, attends, il a fait ça, il a fait ça. En général, là, c'était super, c'était avec Barbara Delson, donc tu as vraiment le temps de regarder. Ouais. Donc tu peux re-regarder, tu vois, ok, on va essayer. Et donc tu essaies de te projeter là-dedans, tu essaies de te mettre un peu en condition, mais c'est un travail complètement mental. Physiquement, t'as pas d'outils, quoi. T'as rien, t'as pas de costume, t'as pas de. Rien. Donc, t'essaies. En fait, c'est ce que Manu Curtil a dit à cette extraordinaire cérémonie des Césars, où il dit à Jim Carrey, j'essaie de vous trahir le moins possible. Et vraiment, il a totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand tu doubles des grands acteurs, quand je double Martin Freeman, j'essaie de le trahir le moins possible et d'être au plus proche de ce qu'il fait. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. On fait au mieux. Mais il a fait une série qui s'appelait Startup, où il joue un mec du FBI, un pourri. Ok. Et il y a une scène, j'invite à regarder cette série, non, en VO. Non, mais je veux dire, voilà. Il y a une scène où la fille avec qui il sort, qui elle travaille en gros à la police des polices, quoi, ça s'appelle pas comme ça, mais voilà, qui enquête justement là-dessus, se rend compte que c'est lui, le pourri. Il l'aime, mais il l'attache à la baignoire et il la bute dans la baignoire, tout en lui disant Je t'aime. qu'il est désolé. Ah. Il est extraordinaire. Super. Ah ouais, déjà Ce qu'il fait, le parti pris là. c'est dingue. Et parce qu'il hurle, parce qu'il est doux, parce que machin, et qu'il en peut plus. Et donc toi, t'essaies de te mettre là-dedans. Et très honnêtement, là, tu fais, ouais, non. T'as sorti les rames. Ouais. Enfin, tu lâches un truc, t'essayes. Ouais. Mais tu dis, bah non, en fait. Et puis tu fais un peu confiance au DA. Bien sûr, tout à fait, c'était Edgar Givry qui est super, mais tu te dis, non, bah c'est moins bien. Il y a des trucs, par moment, sur les trucs ludiques, sur les trucs très marrants, tu fais, ah là, je crois que les gens vont se marrer. Si les gens se marrent sur un truc qui était drôle, tu fais, bah, déjà, j'ai rempli une grosse partie de la mission. Sur un truc dramatique, tu fais, est-ce que là, j'ai rendu le désarroi de ce mec Je suis pas sûr. Pour toi, t'es toujours en dessous? Non, pas toujours, mais sur les trucs très très fins ou très très puissants ou très machin, faut avoir la modestie de se dire, lui a eu des outils qu'on m'a pas donnés. Donc c'est comme ça. Il y a une vidéo qui a circulé à un moment donné sur Internet où on voit, on en parlait là, Gary Oldman dans le Dracula en train de répéter avec Winona Ryder. Ils sont dans une salle de répète. Il est habillé normal. Tu l'as vu? Il y a Coppola derrière. Et il répète avec elle, puis il fait putain de texte de merde. Et il revient sur elle, et donc le mec, en fait, il a répété comme ça pendant des semaines. Il a un costume de malade, et machin. Et tu voudrais, toi, que l'acteur qui l'a doublé, je ne sais pas qui c'est, arrive comme ça, en arrivant le matin à 9h30, et qu'on lui a pas dit ce que c'était, avec un peu de chance, il a vu le film en amont, bon, voilà. C'est de l'ordre du fantasme. Du vaudou. Du vaudou, ouais. C'est ça. Oui. Mais on fait des choses super parfois, c'est pas la question. Mais quand c'est des trucs très très fins, très poussés, des grands acteurs, on trahit toujours un peu. C'est pour ça que, bon, on n'est pas là pour ça et se jeter des fleurs et machin, mais que c'est vrai que on a une culture du doublage en France, on en parlait justement avec Edgar récemment, et on a quand même des bons. Parfois, moi je suis DA derrière ma chaise là-bas, enfin pas derrière ma chaise, sur ma chaise, et derrière le comédien, et je lui dis essaie de me faire ci ou ça. Et il me sort un truc, c'est pas forcément ce qui est à l'image, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, mais j'ai ressenti un truc, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et je fais, bah, mission accomplie. Ouais. Ah non, mais il y a des trucs super. Et puis même, vraiment, moi, il y a des voix que j'adore, il y a des jeux que j'adore. Je trouve que, récemment, j'ai vu un doublage d'un Wes Anderson qui était, en fait, le truc sur le journal français.
The New Dispatch. Dispatch, quelque chose Dispatch. French Dispatch. C'est French Dispatch. Je commence à le regarder en VO et je suis pas fou. Bon, vraiment, pas grand intérêt. Sur Disney, je sais pas pourquoi j'arrive pas à régler mes trucs. Ils sont énormes. Et l'image de Wes Anderson, t'as envie juste de l'avoir. Bien sûr. Donc je me dis, ah merde, non. Donc je Switch en me VF. dis, j'enlève le sous-titre, je le regarde en anglais. Bon, là, un peu prétentieux. Wes Anderson, si tu veux, ça parle tellement que j'ai fait, non, laisse tomber. Ouais. Donc je dis, bon, je Regardez, tente en français. Gabriel Bismuth, Non pas que j'aime pas la VF, c'est que je connais tout le monde. Ouais. Et donc, t'as un peu peur. Tu te dis, bon, tous les copains, donc c'est un peu... Voilà. Ça va me sortir du film. Et en fait, c'était d'une qualité de tout. Parce qu'en plus, t'avais un mélange d'acteurs français qui venaient s'auto-doubler. Et c'était génial. Et il y avait Boris Rélinger qui faisait... l'acteur mexicain, là, voilà, génial. Il y avait Del Toro, tout le monde. Il y avait une espèce d'osmose, la prise de son, tout était top. Et oui, on fait parfois des doublages. Et puis même, là, avec la cérémonie, j'ai montré à mes enfants, enfin, ils en connaissaient déjà, mais on a regardé quasiment tous les Jim Carrey. Mais ce que fait Manu, c'est génial. Oui, bien évidemment, il est obligé, parce qu'il y a des refs américaines, parce que c'est un troublion, c'est un univers. Mais même, on a regardé Truman Show. Ce que fait Manu, c'est formidable. J'adore ce film. Et même, génial. Et même voilà. Donc, oui, bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, me concernant, j'essaie de faire au mieux, mais c'est vrai que j'ai souvent ce petit truc de... Pas souvent, non. Quand on double des très grandes... Des grands films ou des grandes séries, ce qui n'est pas toujours le cas. Pas faux. On améliore parfois quelques téléfilms d'après-midi. Bon, en tout cas, Martin Freeman, tu lui vas bien. À qui tu le dois? Alors, en tout premier, Jean-Marc Pantier, qui m'appelle pour Love Actually. J'espère que je ne dis pas de conneries. Non, je crois que c'est Jean-Marc. Love Actually, très drôle, machin. Ensuite, Barbara Tissier hérite du Hobbit. D'accord. 2012. On est en tournée à ce moment-là. Et elle me dit, écoute, je dirige le Hobbit, Martin Freeman, j'ai vu que tu l'avais doublé, donc je te mets sur les essais. Voilà, donc tout bêtement. Et on a donc tous ceux qui l'avaient doublé auparavant se retrouvent sur les essais. Et c'était des essais lunaires, enfin pas lunaires, mais un peu bizarres. Il y avait un mot, ou même pas une phrasette, 15 trucs comme ça. Par exemple, c'était, je sais pas, oh oui, on va jouer, c'était ça. Oh oui, on va jouer. Toute la scène, c'était ça. Ah ça, une autre. Attendez. Je pars pour une aventure. Voilà, c'était le max. Donc t'es venu faire un jeu vidéo. Ouais, exactement, c'était ça. Tu voyais l'image pourrie, on voyait le tout quand même. Et bon, alors, ben voilà. Et donc t'écoutes et t'essaies de te dire, alors, donc tu te fais un peu à la musique quand même, un peu à l'énergie, et puis t'essaies de faire un truc. Et après, il y a un mec c'était indépendant de Barbara. Je veux pas dire de conneries, je crois que c'était un Écossais qui surveillait. Est-ce qu'il avait un kilt? Tout à fait. Alors voilà. C'est un Écossais. C'est forcément un Écossais. Non, qui choisissait les versions étrangères de tous les pays. Il parlait espagnol, il parlait allemand, machin. Et donc du coup, il choisissait dans tous les pays. Et sur chacune des répliques et sur chacun des comédiens, il faisait un commentaire de 5 lignes. En disant, oui, là, machin, on comprend vraiment, là, on comprend pas que, là, oui, là, il a bien ressenti le truc, là. Et du coup, à la fin, il disait, donc, dans mon avis, c'est Julien Cibre. Ah, ok. Donc, c'était très... Merci l'Écosse. Merci l'Écosse, exactement. Et effectivement, vraiment, à chaque fois que je retrouve Martin Freeman, je repense à ça. Tu sors la cornemuse. Ouais. Quelle est l'œuvre avec lui qui t'a le plus marqué? Bon, ben, j'en ai un peu parlé, du coup, mais le start-up, le start-up, c'était fou, la scène dans la baignoire. Et un film aussi, Netflix, je pense, un truc qui s'appelle Cargo, où c'est une espèce de film qui se passe en Australie, de zombies, une maladie qui transforme tous les gens en zombies, voilà. Et lui sa femme meurt. Encore? C'est encore, ses femmes meurent tout le temps. Putain, faut que je me pose des questions. Sa femme meurt et il se retrouve avec son petit de 2 ans, 1 an et demi sur le dos, à traverser l'Australie pour essayer de rejoindre des aborigènes qui, eux, ne sont pas contaminés par la maladie. Okay. Et donc,
Et à un moment donné, il se fait griffer. Et donc, la maladie commence. Et tous les gens, ont un compteur. Et donc, il a un petit compteur. Et il met le compteur en marche. Et il sait qu'il a 24 heures pour emmener le bébé parce qu'après, il sera contaminé. Et donc, là, et à la fin, il dépose le bébé aux aborigènes, mais lui, il commence à se transformer. Et tout en... Il dit au revoir à son fils. Et mon fils avait le même âge à ce moment-là. Oh. Et donc, lui, chiale. Et toi, tu viens. Et là, pour le coup, je me retrouve à chialer à la barre tout seul. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des trucs un peu où tu te laisses surprendre et tu te dis, ah bah tiens, tu t'es mis plus ou moins dans l'état dans lequel il est, ça doit être pas mal. Parce que tu as fait un transfert? Ah bah clairement. Ouais, clairement. Non, clairement. Tu t'imagines déposer ton enfant parce que tu vas mourir. Non. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'aller puiser dans ses propres vécus? Ah, c'est super, je pense. Ah ouais, c'est impératif. Enfin, c'est impératif, je sais pas. Moi, je reprochais parfois à mes parents de dire, mais j'ai vraiment une enfance beaucoup trop heureuse, comment veux-tu que j'aille puiser quelque chose, en fait? Voilà, moi, j'ai rien à puiser, en fait. Enfin, j'ai vraiment... D'ailleurs, parfois, il paraît que quand on écrit des œuvres, des films, machin, il faut essayer de puiser dans son histoire. Moi, pour le coup, j'ai rien à raconter, hein, donc c'est pour ça que je puise toujours. Je vais toujours raconter des choses un peu extrêmes et autres. Ouais. Mais après, pour le jeu, oui, se souvenir des moments où on a souffert, ou se souvenir des moments où de la colère, ou machin, ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu reçois en 2011 les Molières du metteur en scène et de l'adaptateur. Quelle est ta conception de la mise en scène alors? T'as dit que t'étais chiant, carré. Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Il faut que ce soit sans penser au public, mais il faut que ce soit captivant pour le public. Mais comme moi quand je vais voir... Alors, il m'arrive de voir des films totalement élitistes, d'adorer, mais de me dire de toute façon ça je ne sais pas le faire. Ou des pièces. Ça, de toute façon ça je ne saurais pas l'écrire, je ne saurais pas le faire. Je dis n'importe quoi. Quand je regarde je sais pas... merde. Des films des espèces de choses très... des films anglais très sur la corde comme ça. Je dis moi ça je ne saurais pas le faire. Mais par contre j'adore. Donc ça c'est des choses que je mettrais peut-être pas très bien en scène. Mais autrement, j'essaie de penser à ce qui, moi, me plairait. J'ai la prétention de penser que j'ai souvent un goût assez proche de celui du public. Donc, du coup, je fais ce qui me plairait. J'essaie d'y mettre toujours une forme d'intensité, quelle qu'elle soit. En fait, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit émouvant, si d'un seul coup, c'est pour faire couler de l'eau tiède, j'ai un rapport à l'eau. C'est très bizarre, ouais, en fait. On a l'impression que j'aime pas l'eau, c'est bizarre. Non, pourquoi pas. Ouais. Donc voilà, et je suis un metteur en scène très carré, tout en laissant, au cours des répétitions, beaucoup de marge aux acteurs. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord sur un truc, on essaie de s'y tenir, et après je m'entoure très très bien, ce qui est la base du metteur en scène, c'est-à-dire de très bons acteurs. Ça fait quand même un peu comme d'ailleurs quand tu fais ceux qui font de la distrib en doublage, ou même en tournage. La moitié du travail, elle est faite là-dessus. Si d'un seul coup, tu fais ce qu'on appelle un miscast, là, tu galères. Et c'est comme ça, tu es obligé d'accepter, mais tu galères, tu peux rien. Tu ne vas pas pouvoir rattraper ça. Donc ça, très bien s'entourer à la lumière, au décor, au son, à la musique, et en fait faire appel à des gens qui savent faire des choses mieux que toi. Et prendre des acteurs qui savent jouer des trucs que tu ne saurais pas jouer. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que tu as besoin d'être admiratif pour... Ah ouais. Ah sinon t'es mal. Ah moi si j'admire pas, si je... Ah ouais, si je suis pas admiratif des gens avec qui je travaille, ah ouais. En fait si je me dis, putain j'aurais mieux fait de le faire moi, ouais. Là c'est embêtant. Est-ce que ça t'est arrivé, tu parlais d'un miscast, ça t'est déjà arrivé? Bien sûr. Nous n'en parlerons pas. Non, mais de devoir faire avec ou de dire à la personne, bon, je suis navré, ça le fait pas, je vais devoir caster quelqu'un d'autre. Alors ça le fait pas, je l'ai fait une fois. Ça c'est vraiment pas agréable. Je l'ai fait une fois sur, il y avait une première exploitation, puis il y avait une reprise. Et comme je m'étais planté sur la première exploitation, alors là, pour le coup, faut être honnête. On est trop vieux pour faire les choses par en dessous. Je dis on. Je parle de moi. Je suis trop vieux pour faire les choses par en dessous. Donc t'appelles la personne. Tu dis écoute, je suis désolé.
Et c'est vrai que souvent, ça n'est pas de sa faute. Bah non. Cette personne pourrait jouer autre chose. Ouais. Mais là, sur ce dont on avait besoin, je me suis planté, en fait. Et pourtant, j'avais fait des auditions. Mais il y a des gens qui peuvent t'avoir sur une audition. Il y a des gens qui savent faire des auditions. Et donc, en fait, tu te rends compte qu'il manque le truc. Et du coup, tu appelles la personne, si je suis navré, c'est ma faute, c'est pas tout à fait pour toi. Donc ça. Donc, ouais. Et autrement, parfois, tu peux pas parce que c'est sur une seule exploitation. Ouais. Et donc, tu vas pas virer la personne en cours de route. Et donc là, tu essaies de faire au mieux. Et moi, personnellement, je n'y arrive pas. J'améliore la chose. Mais ce miscast, je le traîne jusqu'au bout. Je sais bien que... Tu fais comment? Tu essaies de compenser avec les autres ou tu... Ouais, alors tu essaies de compenser avec les autres. Tu lui enlèves du texte, Non, faut pas que ça se voit, Mettez-vous derrière le canapé, monsieur. Voilà. Non, t'essaies de compenser avec les autres, t'essaies en fait de trouver les clés, mais parce qu'aussi, moi, je suis un metteur en scène, un directeur d'acteur doux. C'est-à-dire doux. Je suis sûr qu'il y en a qui, si jamais ils écoutent ça, qui vont se marrer. Non, je peux Il m'a frappé. Voilà, non, je peux être très vanneur, je peux être très très sec, je peux être très mais sec dans le côté. En fait, c'est si j'établis la confiance. Si j'établis Tu permets tout derrière. En fait, après, je peux faire. Tu comptes pas me la jouer comme ça, en fait. Ou alors, mais tu comptes vraiment marcher comme ça. Ouais. Non, je peux vraiment aller très fort dans la vanne si j'ai établi la confiance. Bien sûr. Si d'un seul coup je l'ai pas établi et que j'ai affaire à quelqu'un, en fait, ce que je veux dire, doux dans le sens où je ne vais pas, je suis pas un pervers narcissique, je suis pas, et donc des gens qui vont d'un seul coup être très durs, très agressifs, très. En plus, si t'as fait un miscast, c'est en part, pas toujours, mais souvent c'est de ta faute. Bah ouais. Alors tu fais merde, putain. Et puis en plus tu te dis peut-être que c'est moi qui dis pas les bonnes choses, peut-être qu'on l'a mal pris, peut-être qu'il faut y aller ailleurs. Donc non, tu t'en veux à toi et alors par moment tu te dis non, la personne elle a pas le truc, quoi, elle a pas le truc. Putain, et tu vas dans le mur et en fait le problème c'est quand tu rentres chez toi le soir, tu dis qu'est-ce que je vais trouver, quoi, qu'est-ce que je vais trouver pour que ça s'améliore et ça voilà, en fait non, parce que dans le sens où parfois c'est plus facile au cinéma, en fait. Les metteurs en scène très, très durs au cinéma, ils vont être très durs parce qu'ils ont besoin d'une prise. Ouais. Et d'un seul coup, bon voilà, c'est assez connu comme anecdote, mais je crois que Kubrick était très dur avec la fille de Shining, ou même Hitchcock avec Kim Novak dans Vertigo. Très très dur, pour sans doute des mauvaises raisons, machin. Mais moi, quand je vois le film, je la trouve géniale. Donc, Chéri Duval. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et il a dû obtenir ce qu'il... Moi, je la trouve géniale. Ouais, mais tu dis la méthode, il l'a rendue folle, littéralement. Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est le problème du cinéma. Hein. C'est au théâtre, tu peux pas faire ça. Tu peux pas pourrir la personne. Elle va devoir le refaire tous les soirs. Tu peux pas la casser, la briser. La briser. Ouais. Au cinéma, oui, c'est un peu la perversion. Là. Hitchcock avec Kim Novak, je l'adore, moi, dans Vertigo. Bon, je crois qu'il a... Ou même ceux avec Marilyn, je pense qu'elle est désaxée, je pense qu'elle a dû bien morfler. Enfin, mais t'obtiens à un moment donné, t'as un truc, et en fait, le metteur en scène, il l'a, quoi. C'est une photo, c'est bon, je l'ai. Je l'ai cassé, mais je l'ai. Au théâtre, tu peux pas faire ça. Et donc, et de toute façon, moi, je ne saurais pas faire ça. Il y a aussi Friedkin dans L'Exorciste. Bien sûr. Avec Burstyn. Ouais. Il l'a cassé littéralement, je crois. Elle s'est pété le coccyx et tout dans une prise. Et elle était là. Il a non, continue, tournez, continuez. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Continuez la scène. Actrice de dingue. Ouais. Assez connue. C'est vrai. Ellen Bernstein. Ouais. Magnifique. Dans Requiem for a Dream. Voilà, arrête. Yeah. Putain. J'ai découvert il y a un an. Non. Je te jure. Ça faisait des années que je me disais, faut que je regarde. Et alors, parce que du coup, en 99, c'était le film coup de poing, film choc et tout, mais 20 ans plus tard, ça donne. C'est insupportable. Ah ouais, bah ouais. C'est insupportable. Ah ouais, c'est chaud à regarder. Hein. Mais tu peux pas nier que c'est super efficace. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. Mais c'est d'une violence, c'est malsain, c'est horrible, ça te gêne, c'est affreux. Ce dernier quart d'heure, tu n'en peux plus en fait. T'as envie que ça s'arrête. Non, c'est un grand film pour ça, mais jamais je le reverrai.
Ça m'a traumatisé, à mon grand âge. J'avais un En plus, j'ai regardé avec mes enfants de 8 ans. Aïe. C'est une connerie. Non, je plaisante. Ah ouais. Et hors de casting. Miscast. La DAS. Bonjour. J'avais un débat comme ça avec des potes où on disait est-ce qu'il y a des films qui t'ont vraiment marqué, genre tu les as trouvés géniaux, mais que tu serais incapable de revoir. Alors, tu as par exemple La Liste de Schindler. Ah non, alors moi je pense non, alors j'ai revu des bouts et je le reverrai avec plaisir. Ça m'a marqué, mais c'est un objet cinématographiquement très maîtrisé. Et il me semble que Spielberg, il cherche pas, que j'adore, ne cherche pas à te... Mais bon, en même temps, non, c'est un ressenti si tu dis ça, à te déranger, à te mettre mal, quoi. Ouais. Comme peut le faire Lars von Trier, ou Aronofsky dans Requiem. Ou Aronofsky, bien évidemment, ou Lynch, ou Kubrick. Ou Kubrick. Kubrick, mais pareil. Je trouve qu'il y a une maîtrise de l'œuvre telle qu'en fait... Mais bon, chez Aronofsky aussi, hein. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, ouais, c'est vrai. C'est un peu barré. Ouais. Non, je pense que... Alors après, c'est nos rapports aussi à la vie. En fait, moi, par exemple, tout ce qui est domination de l'un sur l'autre est un truc qui me traumatise, donc le viol, donc le bizutage, c'est un truc alors que j'en ai pas du tout vécu, qui me gêne énormément. Donc par exemple Délivrance, ah oui, je l'ai vu une fois, trop jeune, je ne reverrai pas. Il y a un truc, voilà. Breaking the Waves, tu veux, enfin, tu vois, c'est c'est plus des films. J'ai l'impression que c'est moins des objets cinématographiques parfaits que tu peux re-regarder même en tant que cinéphile, quoi. Tous les Kubrick, tu te dis, je les regarde pour comprendre, quoi. Déjà. Mais ouais, bon, je sais pas. Des débats intéressants. Putain. Ouais. Dans la mise en scène, quelle est la partie la plus complexe et celle que tu préfères? Je suis pas un dingue des répètes, bizarrement. Ah ouais. Tu disais pourtant c'est là où tu testes plusieurs pistes. Mais en fait, tout ce moment où tu cherches et où tu as peur de pas trouver, je suis pas dingo, quoi. Il y a des acteurs qui adorent. Et heureusement, la plupart me disent « Ah non, moi j'aime bien chercher. » Je dis « Ouais, mais bon, trouvons. » Hein, comme ça. Et souvent, moi, je fais sauter... je ne répète jamais le jour de la première. J'aime bien qu'on ait... Et parfois, ça dépend des pièces, hein, mais parfois, 3-4 jours avant, je me dis, il faut pas trop répéter. Pourquoi? Parce qu'il faut garder, pour la première en particulier, la première, ça va être une espèce de moment fondateur de c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est l'objet est super, il est perfectible, ou tu t'es planté. Et ce sera pas perfect. T'as pas peur de ça passe ou ça casse, du coup tu veux pas... Il y a un côté, la première, il y a un côté ça passe ou ça casse. Et du coup, il faut qu'il y ait un côté magique à ce moment-là. Si d'un seul coup, la magie, tu la trouves 2-3 jours avant, parce que t'as trop répété, parce que tu t'es mis trop la pression, parce que t'as dit on en fait une sérieuse, on en fait une... Ah là, non, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est-à-dire que tu te plantes ta première, et du coup, si tu te plantes ta première, je trouve que tu fragilises tout le monde. Ok. Ah, c'était une première. Ouais, non, les gens avaient l'air contents. Moi, si une pièce, les gens ont l'air contents, c'est que tu t'es planté. Il faut que ce soit... je le vois bien, quand il y a certaines pièces, parfois en tant que spectateur, parfois en tant que metteur en scène, tu es dans le public, tu sors, si tu es tout seul, tu écoutes ce que les gens disent. Et il y en a, c'est... au fait, on va manger où, là, parce que... Ou alors... alors, t'en as parlé, hein, ils parlent d'autre chose, tout de suite. Je fais, mais c'est mort. Là, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont décroché depuis une demi-heure. S'ils ne parlent pas de ce qu'ils viennent de voir, tu t'es planté, en tout cas, à mon sens. Ou des faux compléments, il y a Chomsky qui me disait, quand on lui disait en sortie de scène, belle énergie, hein. Ah, c'est mortel. Le truc, il trouve rien d'autre. Ouais, mais non, mais ça c'est sûr. Le décor est super. Putain, oh là là. Putain, la cravate, voilà, vous l'avez bien trouvé, hein. Ou alors parce qu'en fait, en plus, comme il y a une mode un peu en ce moment, mais qui passe un peu là, mais où on raconte des histoires vraies.
Que ça vraiment cette histoire, je la connaissais pas, incroyable. Hein. Ouais. Ouais, bah la prochaine fois, lis un bouquin. Non, c'est terrible. Si on te parle pas tout de suite de L'émotion. ouais, l'émotion en fait de ce qu'on a ressenti, ou même si c'était une pièce super drôle, de qu'est-ce que j'ai ri, voilà. Si c'est pour faire des trucs, ouais. Les fameux faux compliments. Ouais, exactement. Ouais. Bon, tu l'as évoqué, le repas des fauves. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette histoire? Ah bah le pitch incroyable en fait. C'est génial, t'as juste à le raconter et ça suffit en fait. Il est très court. Tu nous le fais? Ah, je vous le fais très très vite. On est en 1942 sous l'occupation. 7 amis se retrouvent pour fêter un anniversaire. Ils vivent plutôt bien de l'occupation, certains faisant même des affaires avec les Allemands. Et puis d'un seul coup, sous leur fenêtre, sont abattus 2 officiers allemands. Par représailles, la Gestapo investit l'immeuble et décide de prendre 2 otages par appartement. Et il se fait que le propriétaire, l'officier qui dirige l'opération connaît le propriétaire de l'appartement qui est libraire, parce qu'il lui achète des livres régulièrement. Et donc, par amitié, il décide de leur laisser choisir entre eux les 2 personnes qui l'accompagneront. Voilà. Donc, je l'ai tellement dit à la radio, à un média, que je le connais. Mais quand tu racontes ça, bon, bah, t'as envie de savoir. Ouais. Et en voyant la pièce, après, ce qui est génial, c'est que les gens se posaient la question, eux-mêmes se disaient, qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais. Et il y a très peu de pièces qui offrent ça. Très, très peu. Donc ça, c'était assez formidable. Et parfois, quand on faisait, ça me rappelle un peu les plateaux radio qu'on faisait. Et donc, en général, quand tu fais des plateaux comme ça, il peut y avoir 2, 3 autres pièces qui viennent se présenter avec toi. Et donc, on parlait des pitchs. Hein, donc, alors Julien, est-ce que vous pouvez nous raconter? Donc, tu racontes ton pitch, et les autres derrière font, oh merde. Et ben nous, c'est 2 personnes qui se retrouvent sur un banc et ils vont parler un petit peu de la vie. Voilà. Ouais. T'es mort. Ils vont faire les courses à la boulangerie. Ouais. Oui, le pitch immédiat. C'est ça qui t'accroche Oui, parce que le film, bon, ça reste entre nous. Hein. Le film est moyen. En fait, moi, je le découvre par le film. Il y a un film de Christian Jacques, de 1964, qui est un film moyen parce qu'on sort de la guerre. Enfin, tu vois, elle est terminée depuis 20 ans. Ouais. C'est un roman au départ de Vaïkatcha qui sort quelques années avant, je crois 1960. 1964, ils font le film. Christian Jacques a été un peu blacklisté à la sortie de la guerre parce qu'il a travaillé un peu pour la Continentale. Et donc, du coup, en fait, maintenant qu'il recommence à refaire des films, il veut régler un peu ses comptes et montrer, en fait, que les Français, c'était pas tous des résistants, loin s'en faut. Donc, ce film, il est un peu fait pour des mauvaises raisons et il est un peu pastel, c'est-à-dire que il est ni assez sombre, ni assez drôle. Parce que Christian Jacques est un réalisateur un peu pastel, ouais, un peu. Ça aurait été réalisé par Clouzot ou par Carnet. Ça aurait pu être un très grand film. C'est un film moyen. Tiède. Donc, pour revenir à l'eau. Voilà, c'est ça. Donc du coup, quand tu vois ça, tu te dis, le pitch est génial, mais il y a mieux à faire. À ce moment-là, quand je le vois, j'ai 25 ans, donc je suis trop jeune. Je reprends ça quelques années plus tard, peut-être 5-6 ans plus tard. Je commence à réadapter et puis à faire des lectures avec Jérémy Prévost, Stéphanie Hédin, Caroline Victoria, enfin voilà, tous ceux qui l'ont encore joué là il y a encore 2-3 mois. Donc c'est assez drôle. Et c'était il y a 20 ans. Mais voilà, surtout le pitch dont on peut faire plein de choses. Il y a eu 2 époques, tu l'as dit, vous l'avez joué une première fois entre 2008 et 2011, quelque chose comme ça 2010-2013. 2010-2013, pardon. Et là, récemment, vous avez terminé, c'est terminé C'est terminé, il y aura peut-être une dizaine de dates de tournée, mais normalement c'est terminé. C'est septembre 23, janvier 26. Quelle est la différence entre les... Énorme. C'est vrai. Non, c'est pas ça. En fait, moi, j'ai le goût, à chaque fois qu'on faisait des pauses, ça énervait parfois certains médias, et il y en a d'autres qui aimaient beaucoup, je changeais des choses. J'arrivais avec un nouveau texte, je changeais une scène, j'enlevais une scène, parce que, sauf si tu joues la pièce ultime, tout est perfectible tout le temps. Et donc, je cherchais tout le temps des nouvelles versions, des nouveaux trucs, machin. Donc, du coup, la version, forcément, qu'on a repris 10 ans après, puisqu'en fait, on a fait 2013 et on a repris en 2023, donc vraiment 10 ans après, avait été modifiée. Parce que il a été question que je fasse le film, donc il y a eu plein de scénars, donc des idées de scénar qui sont arrivées, des idées de scènes, machin. Donc il y a eu plein de changements. Il y a eu du sang frais, avec entre autres la personne de Thierry Frémont,
qui était formidable, qui a remplacé Pascal Casanova, qui était génial aussi, mais simplement c'est une autre énergie. Donc du coup, voilà, Thierry Frémont, Sébastien Desjours qui est arrivé, François Ferroletto, Benjamin Egner qui m'a remplacé. Donc ça, tout ça, c'est des nouveaux 2023. Donc tout cela ont apporté leur pierre à l'édifice, ont apporté leur vision, leurs commentaires, tout en se glissant dans les pas de quelque chose qui existait déjà. Ils ont nourri le truc. Et toi-même, tu te nourris de ça, en fait. Tu dis, ah, mais ouais. Et donc, tu changes. Et jusqu'à... Stéphanie Cailleul, exact, aussi, pardon. J'espère que j'ai oublié personne. Donc, voilà. Et en fait, même jusqu'à la... je vais pas dire de conneries. Stéphanie Cailleul et Caroline Victoria étaient en alternance. Et une des dernières représentations... À un moment donné, peut-être un mois avant la fin, je dis à l'une des deux, ce serait génial qu'en sortant au moment où tu passes devant moi, tu cries un Victor. Et puis Caroline Victoria me le sort, un truc formidable. Stéphanie Cailleul le fait, un peu plus mezzo, bien. Et puis on garde ce truc et qu'on trouve super. On dira ce Victor en sortant, comme si elle appelait son mari, c'est super. Donc c'est un truc que tu trouves, il en reste 30. T'en as joué 1000. Bon. Donc ça c'est marrant. Et puis d'un seul coup, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, sur l'avant-dernière représentation, je crois, de Stéphanie Cailleul, je lui dis, je sais pas pourquoi, à la toute fin, j'ai cru que tu allais dire pardon. Et elle dit, ça m'est venu. Et je l'avais envie de le dire. Je dis, dis-le. Et donc je crois que sur les une ou deux dernières, elle a dit, pardon. Mais c'était tellement beau. Ah ouais. Et c'était toujours cette chose de trouver à Caroline ce qui lui convenait le mieux, trouver à Stéphanie ce qui lui convenait le mieux. Et ce pardon, elle l'a trouvé, je crois qu'on l'a rajouté à la dernière ou à l'avant-dernière. Donc en fait, c'est tout le temps en mouvement. Et donc cette version 2023-2026 était mieux que celle d'il y a 12 ans. Pour toutes ces raisons. Hormis le jeu des acteurs qui, là, pour le coup, était super. Mais même nous, on a mûri, on est mieux. Cette évolution qui est quasi systématique dans une pièce de théâtre, finalement, vu la vie des troupes qui bougent, notamment, tu parles des nouveaux arrivants. Est-ce que changer les choses, c'est forcément pour le mieux? Ah non. Ça t'est déjà arrivé de faire des changements, de les tester, de les jouer finalement devant un public et de te dire finalement je vais peut-être revenir à celle d'avant. Mais moi c'est là où je suis, où il y a une confiance qui doit être mutuelle avec les acteurs. Par moment, il m'arrive d'arriver avec un truc dont je suis sûr. Et puis d'un seul coup, t'en as, genre ça concerne 4 personnes dans la scène, t'en as un qui fait ouais, j'aime pas du tout. Et puis tu fais non, mais et puis l'autre fait ouais, merde. Et tu te rends compte en fait que eux ils sont pas du tout chauds. Tu fais ah bon, ah merde, elle dit non parce qu'en fait là d'un seul coup tu expliques le truc quoi. Donc ils vont t'expliquer, ils vont te dire bah non en fait on était dans le non-dit, puis d'un seul coup tu mets des mots dessus quoi. Et en fait quelque part toi tu te fais plaisir avec une réplique qui a un sens, peut-être une réplique de jeu même que tu offres à l'acteur ou que tu t'offres toi. Et en fait les autres te disent bah ouais, mais en fait, on l'avait compris. Ouais. Et là, tu rajoutes un truc. Et donc, tu fais ah bon, ouais, non, j'ai raison. Et en fait, tu l'enlèves. Voilà. Donc, il y a une confiance mutuelle. C'est-à-dire que je sais bien qu'eux, ils veulent que la pièce soit le mieux possible. Moi aussi. Et donc, quand d'un seul coup, si tout le monde, s'ils sont plusieurs à me dire moi, je sens pas du tout. Ah non, vous avez raison, les gars, on va pas la tester. Donc, voilà. Donc, mais quelqu'un qui aurait envie de voir une pièce et il se dit bon, la pièce, je sais qu'elle va se jouer, mettons, 40 fois. Tu vois, quand est-ce que je veux dire, voilà. Ouais. Là, tu peux pas. Et en plus, même, je vais te dire, moi, j'ai quand même pris l'habitude quand quelqu'un te dit je suis allé voir telle pièce, j'ai pas du tout aimé. Et puis d'un autre va te dire j'ai vachement aimé. Ouais. Quand est-ce que vous l'avez vu? Tu leur demandes. Tu dis attends, vous êtes. Ouais. En fait, si les pièces sont pas. Si c'est des machines de guerre, comme on dit, des pièces super, quoi qu'il arrive, carré, machin. Le repas des fauves, j'ai la prétention de penser que si t'as pas aimé un jour, ok, c'est que t'aimes pas. T'aimeras pas des jours. T'as le droit. T'aimeras pas les autres jours. Parce que c'était suffisamment tenu, quoi. Mais des pièces qui démarrent, elles sont encore en mouvement, elles sont peut-être un peu fragiles, et d'un seul coup, tu vas y aller un jour et
Ah non, un jour, c'était pas bien. Mais du coup, ça va pas encourager les gens à aller à une pièce qui est fraîche, entre guillemets. Et en même temps, parfois, il y a des pièces qui s'installent aussi. Ah ouais. Ouais. Il y a des pièces qui sont parfois un peu abandonnées par leur metteur en scène et qu'il vaut mieux voir au tout début. Parce que tu vois la version qu'il voulait, et en général, elle est bonne. Et puis après, il laisse un peu les acteurs se débrouiller. Et là, c'est moins bien. Donc du coup, autant la voir au début. Là, vraiment, tu vas voir la meilleure version, quoi. Donc, et après, moi, par exemple, vraiment, les attachés de presse me demandent souvent quand est-ce que je peux faire venir la presse. Ah ouais, bah oui. Et je dis, moi, tout de suite. Si on est, je trouve comment gênant, enfin pas gênant, irrespectueux pour le public de se dire à la première on n'est pas prêt. Ouais, oui, bien sûr. La première, elle doit être super. La première, c'est la version que tu as validée. Ouais, ça doit être super. Après, bien évidemment, ça va se peaufiner, il y a des choses on va trouver. Voilà, moi j'ai joué, j'ai remplacé un peu Thierry Frémont sur le rôle qu'avait joué également Pascal Casanova, le rôle d'André. Quand j'ai joué la première, sans répéter du tout, mais en l'ayant beaucoup, j'étais beaucoup trop speed. C'était bien, mais et tous m'ont dit, mais t'étais sous coke en fait. Mais parce que t'as tellement, c'est un peu un saut vertigineux que tu voilà. Donc tu sais que ça va se peaufiner. Mais la version que tu montres, elle est bien. Je veux dire, voilà, je suis toujours un peu surpris quand les attachés de presse me disent, tu veux qu'on attende une semaine, 2 semaines? Ouais. Non. Les gens qui viennent là, ils doivent aimer. Hein. Thierry Frémont, tu l'as évoqué. C'est comment de bosser avec lui? Ah, c'est super. Sacrée bête de théâtre. Ouais, bête de scène. Non, c'est super parce que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Au plateau, c'est quelqu'un qui en répète, il se donne à fond comme si on allait jouer demain. Donc en fait, il donne énormément. Et du coup, quelqu'un qui donne énormément, on peut lui dire attends, enlève-moi ça. Et puis quand on lui fait des notes, il fait ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord. Et il réfléchit, il travaille beaucoup, parfois trop, et il propose toujours des trucs. Donc ça, c'est très agréable. Déjà, il est rentré, c'était le seul qui soit un vrai nom, et il est rentré dans une troupe, et il est rentré dedans sans problème. Sans se dire qui sont ces gens, sans aucun, voilà. Ces gens de doublage. Mais voilà, alors pour le coup, en plus, il y a surtout il y a beaucoup de gens de tête, mais même des gens pas connus en tout cas, par rapport à lui, enfin voilà. Et donc voilà. Après, à un moment donné, mes notes l'ont gonflé. Bon. Mais c'est de bonne guerre, franchement, c'est de bonne guerre. Mais autrement, voilà, vraiment super acteur et qui, tout en étant connu, accepte qu'il y a un metteur en scène qui a une vision du truc et qui veut l'emmener quelque part pour son bien. Et donc ça se fait... après, il veut toujours proposer. Et il est plutôt du genre à changer sur le plateau. Okay. Et donc tu lui dis « Ah, putain, pourquoi t'es pas... » Voilà, bon. Mais ça fait partie du jeu. J'ai travaillé avec d'autres acteurs très connus où là, la porte n'est pas ouverte, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu les diriges, tu dis un truc, puis il faut comme ça. Puis en fait, tu dis, en fait, je pisse dans un violon. Et au bout de 5 minutes, il te fait ouais, peut-être, ouais. Non, ce que tu as dit là, ça c'est intéressant. Je te le conçois. En fait, on fait pas le même métier. Eux, ils sont déjà sûrs de ce que leur truc. Donc t'as envie de dire, prends pas de metteur en scène, prends un scénographe, puis viens dire ton texte. Puis voilà, quoi. Donc ça, c'est vrai que quand on est dans ce rapport-là, c'est très dur. Donc tu me demandais pour Thierry. Thierry, ça a été un bonheur. Mais juste pour l'anecdote, j'ai tourné des petites pastilles en septembre, pour la rentrée de septembre 23, où on devait des petites pastilles des personnages du Repas des Fauves avant la soirée. Donc des trucs qui ne sont pas dans la pièce. D'accord, ok, ouais. Qu'on pouvait trouver sur Internet, je pense. Qui sont avant. Donc par exemple, on voit le personnage de Victor qui va acheter les bas, on voit, voilà. Et le personnage de Thierry joue aux cartes avec les Allemands. Donc on le voit, donc c'est une table comme ça. Et puis je tournais les 8 courts-métrages, donc c'était des 30 secondes, 40 secondes, dans la journée. Tous au Théâtre Hébertot, dans des lieux différents. Tous dans la journée. Donc c'était un speed de fou. Donc il y avait des
J'avais une toute petite équipe, bien évidemment, parce que le théâtre m'avait octroyé 1 000 € pour tourner ça, donc c'était... Hein. Et donc j'avais des costumes, enfin j'avais quand même trouvé des costumes, des machins, des trucs pour tout le monde. Et puis j'avais mon habilleuse, costumière, pardon, Mélisande de Serres. Et puis on avait prévu des trucs pour tout le monde. Et puis donc on tourne 1, on tourne 2, on tourne 3. Bah, après, Thierry est arrivé. Il est à la coiffure, super. Le costume de Thierry. Non, c'est toi qui l'emmène. Non, c'est toi, Mélisande, qui l'emmène. Non, c'est... Peu importe, en gros, j'ai pas de costume pour Thierry. Il revenait d'un tournage Disney, Nemo, avec des budgets de taré en Australie, sur fond vert, où il jouait un des mecs vraiment un personnage important, l'ingénieur français du Nautilus, où il avait, je sais pas, 50 jours de tournage, avec des Australiens. Et en fait, je me rends compte qu'on n'a pas son pantalon, on n'a pas son truc. Donc je chope une chemise à droite à gauche et je dis à Thierry, et donc je vais le voir. On n'avait pas répété encore. On avait répété un peu, mais on était à un mois de jouer, quoi. On n'était pas encore copains. Donc je vais le voir. Il était en train de se faire coiffer. Je fais, ouais, Thierry, parce qu'en fait, il y a eu une merde, on n'a pas ton costume. Et il me fait, ah bon, on va trouver une chemise. Hein, oui, bon, c'est pas grave, rien à foutre. Donc je fais, okay. Déjà, ça te détend. Ouais. Et en fait, on lui trouve une veste, un gilet, on cherche dans les cintres, dans les machins, les trucs. On trouve de quoi l'habiller en haut, mais pas en bas. Et donc on tourne. C'est une table comme ça, il joue aux cartes. Et on tourne. Et donc j'ai des photos où il est habillé là, il joue avec un officier allemand en face de lui, et il est à poil en dessous. Et en fait, rien à foutre, Thierry. On est là pour jouer, en fait. C'est un artisan. Ouais. On est là pour travailler, on est là pour se faire plaisir. Donc ça, c'est très, très agréable. Tu m'as dit qu'il travaillait beaucoup, parfois trop. C'est quoi trop travailler ? Trop, c'est d'un seul coup avoir une certaine idée avant même de... Par exemple, je sais qu'il s'est bouffé pas mal de films des années 40 avant le repas des faux. Qu'il a regardé le film plusieurs fois. Alors qu'en fait, non, on va faire notre version. Et puis en plus, je ne veux pas qu'on joue années 40. Donc voilà, ça, il peut... Mais il y en a tellement qui ne travaillent pas assez. Mais disons que parfois, pousser ce truc un peu de vouloir trouver des articles, des machins, des trucs, se nourrir. Je vois. Mais après, chacun fait ça. Ça vient de son passé au cinéma ou son... Ouais, peut-être. Ouais. Parce que là, il faut construire tout. C'est un bosseur. Il adore les challenges. D'un seul coup, tu lui dis, tu dois jouer un unijambiste bègue avec l'accent serbe, ça va l'éclater, quoi. Si d'un seul coup, tu lui dis, tu dois jouer un acteur blond vénitien à Paris, ça va le faire chier. Ok, je vois. Comment tu crées une dynamique de troupe pour un projet ? Alors ça, je crois que c'est inhérent à ma personnalité. Là, je suis sur un autre projet, où pour l'instant, on est 12. Ça fait du monde. C'est pas mal. Ouais. Sur scène ? Alors en fait, c'est un peu particulier. C'est une adaptation de La Rousse pourpre du Caire de Woody Allen, qui est un film où en fait, une fille s'emmerde tellement qu'elle va au cinéma. Ça se passe dans les années 30, elle va au cinéma tous les jours. D'accord. Et elle voit un film en boucle. Elle le voit tellement en boucle que tu as un des personnages qui sort de l'écran. Donc une fois que la pièce sera montée, je croise les doigts, on aura tourné des séquences et l'acteur sortira de l'écran. Et là, donc du coup, aujourd'hui, comme on en est à la phase de lecture, j'ai à la fois les comédiens qui seront au plateau et les comédiens qui seront dans le film. Donc c'est pour ça qu'on est 12 à répéter en même temps. Et cette dynamique de troupe, en fait, tu la crées de par ton énergie et ton envie de faire les choses. Moi, j'adore ça. J'adore être entouré. J'adore qu'on soit nombreux. T'aimes bien les grandes tablées, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. J'aime bien, effectivement, me dire, tous ensemble, on va essayer de faire un truc cohérent et on va tous essayer d'aller dans le même sens. Et du coup, ça me paraît compliqué si tu dois trouver une mécanique artificielle. Pour dire, on va faire une bouffe pour tous. Je vais faire une bouffe, mais c'est parce que j'ai envie de voir tout le monde. En fait, tu vois. Faut pas que ce soit un stratagème. Ton envie de faire les choses doit être communicative. On fait une sortie de classe. On va à Euro Disney. Mais exactement. Voilà. Et ça va très bien se passer. D'accord. Est-ce que tu as des rituels ou des méthodes pour stimuler ta créativité ? Non, j'en manque peut-être. Je devrais. Ah ouais, tu penses ? Parfois, ouais. Non, j'ai alors par exemple aucun rituel avant de rentrer en scène.
Si ce n'est de se dire merde avec les copains, enfin voilà, mais Ouais. ça va, c'est tout. D'où Je ça vient le merde? Ah, d'où ça vient le merde? Petit, Ah ouais, vas-y. attention, Ouais. petit cours historique. À l'époque où... non, en fait, c'est très con. C'est à l'époque où les gens allaient au théâtre, ils y allaient, c'était plus pour les nantis, ils y allaient en calèche. Et donc, les chevaux devant les théâtres D'accord. laissaient Des souvenirs? des souvenirs, Ouais. exactement. Du crottin de cheval. Et donc, plus il y avait de merde devant un théâtre, plus il y avait de monde dans le théâtre. Voilà. D'où le merde. Waouh, Voilà. excellent. Trop bien. Les Anglais devaient sans doute y aller à pied, puisque eux disent break a leg, et je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Voilà. Casse Je ta sais- jambe. Exactement, je ne sais pas pourquoi. Mais autrement, non, j'ai pas trop de rituels. Qu'est-ce que le théâtre t'apporte que rien d'autre ne peut t'offrir? Ah, c'est pas mal comme question. Bah, c'est sur On se rend compte, là, on est extrêmement menacé par l'IA. Même le Non, spectacle vivant? justement. C'est-à-dire qu'effectivement, le doublage, bon, il y a, voilà, plein se battent et c'est formidable parce que pour qu'on continue à faire du doublage avec des êtres humains et non pas avec des machines. Mais là, quand je vois des images, bon, on les a tous vues, de faux films, de science-fiction, de trucs, de vrais acteurs qui se parlent entre eux, enfin de faux, enfin bon, on se comprend quoi. Ouais. Des vrais C'est faux. tellement fascinant, tellement bien fait que c'est très effrayant et que tous ceux qui travaillent dans le domaine du cinéma, quel que soit leur poste, ou dans le doublage, du coup, se posent des questions et sont effrayés. Alors je pense qu'il y a la fascination morbide. Tu sais, quand tu ralentis sur l'autoroute pour regarder l'accident, Ah, tu penses qu'il y a de ça? il y a de ça, il y a une fascination morbide parce qu'on a envie de se faire peur, enfin on a envie, c'est humain. Mais en même temps, il y a aussi la fascination de ces nouveaux. Donc je suis pas sûr que ça dure ce côté. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que Tom Cruise fasse des films pendant encore 150 ans. Non pas parce que j'adore Tom Cruise, je l'ai déjà dit, mais parce s'il vend son image, Ouais. et ils peuvent, et là, d'un seul coup, c'est horrible, quoi. Déjà, il y a eu ça dans un des Aliens. Dans le dernier Alien, ils ont refait John Hurt. Oui. Voilà, donc c'était un petit peu particulier. Mais là, compte tenu de l'avancée de la technologie, mais bon, peut-être, j'espère que tu as raison. En tout cas, voilà, pourquoi ce que j'aime dans le théâtre vivant t'apporte ce truc. Déjà, ça ne mourra jamais. Le théâtre existe depuis 2000 ans, et depuis 3000 ans. Qu'est-ce que je dis? Plus que ça. Depuis les dinosaures. Mais voyons. voilà, exactement. Non, mais voilà, c'est les Grecs. En gros, hein, ça date, c'est très vieux. Et ça ne mourra jamais. Le fait de vouloir raconter des histoires aux gens de visu. En vrai, ouais. Quoi qu'il se passe, ça continuera. Même si la fréquentation des théâtres est quand même en berne, tu penses que... Écoute, je crois qu'elle est pas tant en berne que ça. D'accord. Hormis en ce moment, parce que tout est en berne avec l'actualité. Ouais. Mais je crois que le cinéma souffre beaucoup plus que le théâtre. Je crois que ça se passe pas trop mal. Il y a quand même des gros succès. On voit bien quand d'un seul coup, tu as une grosse pièce qui sort, que tu as envie d'avoir des places, c'est une galère. C'est quand même un signe, tu vois. Voilà. Il y a des gens quand même qui font le plein tout le temps, quoi qu'il arrive. Et si on fait des bons spectacles, souvent c'est lié. Souvent c'est lié quand même. C'est ça qui est bien. Est-ce que c'est pas la clé de la victoire sur l'IA, la qualité? Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Et on peut espérer qu'effectivement le cinéma s'en sorte avec ça. Mais comme c'est pas forcément ce qu'ils cherchaient avec les blockbusters, la qualité, et c'était là peut-être qu'ils vont eux. Ouais. C'est peut-être là où ça va se transformer le plus vite possible, le plus vite, je veux dire. Ouais. Et que les films d'auteur, eux, vont survivre plus longtemps. On espère. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le spectacle vivant, et puis t'apporte un truc, cette espèce de saut dans le vide, de peur en fait, qui est différente au cinéma, mais qui est pas la même. D'un seul coup, tous les soirs, quand je joue avec Barbara Tissier, c'est une traqueuse, voilà, je le dis, pour ceux qui la connaissent. Et donc du coup, elle était là, ah, putain. Et je lui disais, non mais Barbara, c'est que du théâtre. On sauve pas des vies, comme on dit souvent. On sauve pas des vies, voilà. Mais ça l'énervait beaucoup. Mais en même temps, ce qu'elle ressentait, c'est génial. Parce que tu ne peux ressentir ça que, voilà. Et puis d'un seul coup, tu te sens vivant, en fait. Tu te sens vivant. Et puis t'es en train de jouer, et puis l'inattendu, tout ce qui se passe,
l'inattendu. Quand nous, on était à 8 au plateau, il se passe tout le temps des trucs qui ne sont pas prévus. Que ce soit des trucs qui se cassent, des machins, des gens dans la salle, des gens qui... On a eu, des gens qui meurent, enfin, pas qui Des meurent, gens mais qui meurent. qui ont des malaises, qu'il faut sortir, voilà. Ouais. Ça arrive. Et ça, c'est la vie. Ça, tu ne peux le vivre que en live. C'est quoi le truc le plus bizarre qui te soit arrivé pendant une pièce? Alors, qu'il me soit arrivé, parce qu'en fait, j'ai un truc en tant que spectateur, mais donc du coup, le plus bizarre... Raconte ton truc de spectateur, alors. Ouais, mon truc de spectateur, t'as raison. En plus, c'était une pièce avec Sébastien Desjours. Je vais le voir au... Donc c'est forcément de sa faute. C'est forcément de sa faute. Théâtre de l'opprimé. Déjà, ouais, c'est trop. Ça fait beaucoup. Non, en fait, c'était affreux. C'était une toute petite salle pour ceux qui connaissent. Et le plateau, il y a les spectateurs et le plateau est en prolongement. Il n'y a pas d'estrade. Et à un moment donné, on était, je sais pas, 70 dans la salle, un truc comme ça. Et puis, on voit quelqu'un qui sort, qui passe, donc il passe devant les comédiens. Bon, les comédiens se disent, il se barre, il en a marre, ou il va faire pipi. Il se barre. Il revient avec quelqu'un d'autre. Il revient à 2. Ils vont entre les rangs. Les autres continuent à jouer. Hein. Ils vont entre les rangs. Ils prennent quelqu'un et ils emportent la personne inanimée. Et ils passent devant les comédiens, qui eux continuent à jouer. Ils emportent un cadavre, en fait. Et les autres continuent à jouer. C'était Kafka. C'est une pièce de Kafka. Et les autres jouent. Et nous tous, tout le public... C'est dans la pièce ou c'est non, on dit pas c'est dans la pièce que vraiment ils ont emmené une vieille personne et tout. Et en fait, la personne avait fait un malaise. Mais au lieu d'arrêter, au lieu de faire, comme ça peut arriver, là ça nous est arrivé sur le repas des fauves, malaise, rideau, médecin, on sort, voilà. Au lieu d'arrêter, ils avaient fait ça discrètement. Mais c'était lunaire. Discrètement et en même temps devant tout le monde. Devant tout le monde, ouais. Non, c'était assez incroyable. Mais, c'est pas mal. Bon, ils emmènent des cadavres, c'est normal. Mais la personne va bien, je crois. Bon, j'espère, faut le dire quand même. Alors, sur une petite conclusion. Il semble y avoir un décalage entre l'intérêt du grand public et l'aura noble des planches. Je te parlais, tu me disais que tu n'étais pas... sûr du baisse de fréquentation, ouais. Ouais, ça, et puis aussi que tous les comédiens n'étaient pas à même de dire le théâtre c'est la base. Ah oui, théâtre, tout à fait. voilà. Ouais. Est-ce qu'il faut dépoussiérer le théâtre selon toi, et si oui, de quelle façon? Eh ben non, je pense pas. Ouais, je pense qu'au contraire, le théâtre doit... Rester pur? Ouais, pur, je sais pas, parce que c'est pas impur de le... Mais dépoussiérer, ça voudrait dire qu'il est poussiéreux. Or, je pense pas. Certains théâtres le sont. Sans doute, sans doute. Mais je pense que... c'est compliqué. En fait, ce serait comme dire... Tu regardes... Quand je regarde un vieux film, un vieux Gabin, ouais. les codes de jeu, les codes émotionnels ne sont pas les mêmes. Mais tu acceptes ça. Donc j'ai regardé là récemment un film que j'avais adoré à l'époque qui s'appelait La guerre des polices avec Claude Brasseur et avec Claude Rich. Okay. Et à un moment donné, une des premières scènes, t'as un flic qui se prend une balle et qui meurt. Et c'est le flic de leur équipe, quoi. Ouais. Et les mecs font putain, je te jure, c'est-à-dire qu'il y a... c'est ballot. Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans l'époque, c'est les années 80. On n'est pas dans l'époque du sentiment de l'homme, du réalisme. Aujourd'hui, ça créerait une scène énorme. Là, ça crée une espèce d'épiphénomène, quoi. Donc c'est assez drôle. Et plus tu avances, plus t'as ça. Les bagarres dans les westerns, c'est un peu lunaire. Donc, le théâtre se sert de tous les sentiments maintenant, sont très différents. On les montre de façon différente. Bien évidemment que la mise en scène peut maintenant faire usage de la vidéo, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça n'est pas parce que tu mets de la vidéo que ta pièce va être moderne. Oui, on attend peut-être qu'un misanthrope soit monté différemment qu'il ne l'était à l'époque de Louis Jouvet. Parce que les affres de ce personnage amoureux et qui en fait ne peut pas vivre avec les autres, on a envie de les ressentir comme on les ressentirait aujourd'hui.
Là, tu parles plutôt des codes de la société. Les qu'on codes, voilà, saurait- c'est ça. En fait, donc en fait, c'est pas le misanthrope va se dépoussiérer de lui-même parce qu'il va être joué par des acteurs modernes et par des metteurs en scène modernes. Mais la question n'est pas de se dire on monte plus le misanthrope, ou alors on le monte mais en disant wesh wesh. Pas du tout. Tu vois, On peut. on peut. Ce serait pas ça dépoussiérer. Et Racine doit se monter en gardant le texte et voilà. Et je me méfie du terme dépoussiéré. Ok. Ça voudrait dire que c'est vraiment poussiéreux. Et je pense vraiment pas que le théâtre soit poussiéreux. Je pense que, comme toujours, il y a des bonnes pièces, il y a des mauvaises pièces, il y a des pièces qu'on apprécie, il y a des pièces qui vont faire date, il y a des pièces qui vont disparaître, il y a des voilà. Mais ce qui est génial dans le théâtre, et c'est vraiment ce que je préfère, il y a ceux qui l'ont vu, il y a ceux qui l'ont pas vu. Et ça, c'est. En fait, je suis contre les captations, même si j'en fais pour les comédiens parce que ça fait plaisir, pour les prods, pour la promo, je sais pas trop, mais pour les prods, pour les souvenirs. Mais j'adore l'idée, il y en a très peu qui le font, mais je crois que Valérie Lemercier le fait. Mhm. Tu viens voir son spectacle, tu l'as vu ou tu l'as pas vu. Si tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Et tu ne le verras pas. Et parfois, à mon grand âge, d'un seul coup, tu croises des gens et tu leur dis, je dis n'importe quoi, le Hamlet de Chéreau. Enfin, je dis pas n'importe quoi, non. Ceux qui ont vu le Hamlet de Chéreau, ils ont vu le Hamlet de Chéreau. Okay. C'était un truc de malade. T'as beau le raconter, ceux qui l'ont pas vu, ils l'ont pas vu. Et donc, c'est vrai que pour ça, le théâtre, c'est génial et ça ne mourra jamais. Donc pour toi, le théâtre est en pleine forme. La culture n'est pas en pleine forme. Mais le théâtre ne va pas plus mal que le reste de la culture. Ok. Merci Julien. Mais merci à toi. Allez, salut l'artiste. Salut.